Le restaurant plongea dans le silence. Une odeur d'huile de truffe et une atmosphère de richesse discrète flottaient dans l'air. Le genre d'endroit où l'argenterie ne teinte pas à moins qu'on ne le veuille. La main de mon frère Maxime se figea à mi-chemin de sa flûte de champagne. La voix de la clerc de notaire résonna de manière limpide sur le haut-parleur. Professionnelle et dévastatrice. Nous essayons de joindre mademoiselle Laurent depuis 3 jours. L'acte de propriété prouve qu'elle en est l'unique détentrice. Monsieur Laurent, vous avez signé des documents attestant d'une procuration légale. Nous devons vérifier cela immédiatement, faute de quoi nous serons dans l'obligation de signaler une suspicion de fraude aux autorités judiciaires. Le visage de ma mère blêmit. Mon père posa son verre de vin avec une précaution inhabituelle. Le chèque de 200 000 € de ma sœur Julie, déjà endossé, reposait sur la nappe blanche comme une pièce à conviction sur une scène de crime. Cela faisait 6 semaines que j'observais la situation se dérouler. Maxime avait découvert l'existence de ma villa au Cap Ferret il y a 4 mois. Je n'en avais jamais parlé à la famille. Pourquoi l'aurais-je fait? Ils avaient passé 8 ans à qualifier mes investissements immobiliers de simples coups de chance tout en gaspillant leur propre argent. Quand j'ai quitté mon poste d'avocate d'affaires à Paris, où je gagnais 250 000 € par an, pour gérer mon portefeuille immobilier à plein temps, mon père m'a dit que je gâchais une vraie carrière pour faire un travail de marchand de biens. La villa au Cap Ferret n'était pas un coup de chance. C'était une acquisition stratégique lors de la baisse du marché en 2019. Acheter 800 000 € pour une propriété qui en vaut aujourd'hui 2,8 millions. Je l'avais rénovée sur 2 ans, en déclarant chaque modification à l'urbanisme, en documentant chaque dépense, et je la louais en saisonnier à 7 500 € la semaine pendant l'été, et 3 800 € hors saison. Maxime l'a découvert quand son collègue a mentionné avoir séjourné à la Villa Laurent en juillet. Maxime m'a appelé immédiatement. « Tu possèdes une villa sur la côte ?» ?»« Oui. »« Et tu ne l'as jamais dit à la famille. » »« Pourquoi l'aurais-je fait ?» Il a raccroché. 3 semaines plus tard, j'ai reçu une notification de mon service de télésurveillance. Quelqu'un était entré dans la maison en utilisant le code de la boîte à clés. Les images de sécurité montraient Maxime avec une agente immobilière, se promenant de pièce en pièce, discutant du homestaging et du meilleur moment pour vendre. Je n'ai rien fait, j'ai juste observé. J'ai un principe que j'ai appris en étudiant l'économie comportementale. La théorie de la cascade de fraude. Les personnes qui commettent des fraudes commencent rarement par de gros coups. Ils testent les limites, d'abord par de petites infractions. Utiliser le mot de passe Netflix de quelqu'un, voler des fournitures de bureau. Quand rien ne se passe, les infractions s'intensifient. Maxime testait pour voir si je le remarquerais, si je m'en soucierais, si j'allais l'arrêter. Je voulais voir jusqu'où il irait. La réponse, jusqu'à falsifier des documents de procuration légale. Il a trouvé un avocat véreux prêt à rédiger des documents basés sur l'affirmation de Maxime selon laquelle j'étais inapte et incapable de gérer mes biens. Il m'a déclaré comme ayant des capacités mentales diminuées en raison de mon isolement et de mauvaises décisions. Cet avocat, radié du barreau par la suite, n'a jamais vérifié ces affirmations, ne m'a jamais contacté, n'a jamais demandé de dossier médical. Maxime a mis la maison en vente à 2 millions €. Sous-évalué de 800 000 € pour garantir une vente rapide. Il a trouvé des acheteurs en 11 jours. Une famille mutée de Genève, désespérée de trouver une propriété sur la côte atlantique, prête à renoncer aux clauses suspensives pour aller plus vite. Il a programmé la signature définitive chez le notaire pour le 18 octobre, a invité toute la famille à célébrer le 19 octobre, et leur a dit qu'il avait sauvé la villa de la saisie bancaire et l'avait sauvée de ma mauvaise gestion. La famille l'a cru sur parole. Aucune question, aucune vérification, juste l'acceptation immédiate que Maxime avait sauvé quelque chose que j'avais soi-disant détruit. Je tiens ce que j'appelle un registre fantôme. Ce n'est pas financier, c'est émotionnel, ce sont les coûts invisibles qui n'apparaissent jamais sur les tableaux Excel. Entrée 2019. Signature de la villa. Ne l'ai jamais dit à la famille. Coût, ne pas partager la joie de ma réussite. Bénéfice, éviter leur mépris. Entrée 2021. Rénovation complète de la cuisine. 14 000 €. Amorti grâce à l'augmentation des revenus locatifs. Montrer les photos à des amis, pas à la famille. Coût, le lien familial. Bénéfice, protéger ma réussite de leur discours sur les coups de chance.
Entrée 2023. Atteint le million d'euros de revenus locatifs annuels sur l'ensemble de mes biens. N'en ai parlé à personne dans la famille. Coût, célébration, reconnaissance, fierté. Bénéfice, la paix. Entrée août 2024. Maxime découvre la villa. Présume immédiatement une mauvaise gestion de ma part. Coût, le bénéfice du doute de la part de mon frère. Bénéfice, aucun. Perdu depuis longtemps. Entrée octobre 2024. Maxime tente de vendre la propriété avec de faux documents. La famille célèbre son intervention. Coût, toute illusion restante de soutien familial. Bénéfice, la clarté. Une clarté pure et cristalline. Le registre fantôme m'a montré quelque chose d'important. J'avais payé ces coûts pendant des années, sans rien recevoir en retour. Le compte était à découvert. Il était temps de le clôturer. J'ai laissé Maxime avancer jusqu'à la signature chez le notaire. Je l'ai laissé rédiger la fausse procuration. Je l'ai laissé signer le compromis de vente. Je l'ai laissé organiser le grand dîner de famille. Je l'ai laissé préparer les chèques. J'ai contacté l'étude notariale le 17 octobre, un jour avant la signature finale. Bonjour, c'est Camille Laurent. Je crois comprendre que quelqu'un tente de vendre ma propriété du 47 avenue de l'Océan. La clerc de notaire, Madame Leroux, a ouvert le dossier. J'ai entendu le cliquetis de son clavier, puis le silence. Mademoiselle Laurent, nous essayons de vous joindre depuis 3 jours. Nous avons des doutes concernant les documents. Quel genre de doute? La procuration fournie par Maxime Laurent affirme que vous êtes placé sous tutelle ou inapte, mais nos vérifications d'usage montrent que vous avez eu des activités financières très récentes. Paiement de la taxe foncière, facture d'électricité, dépôt de revenus locatifs, tous traités normalement. Nous sommes tenus de vérifier les déclarations d'incapacité avant de procéder. Je ne suis pas inapte. Je n'ai jamais accordé de procuration. Ces documents sont des faux. Plus de silence. Plus de cliquetis de clavier. Mademoiselle Laurent, nous allons devoir suspendre cette vente immédiatement. Ce sont des allégations extrêmement graves. Je comprends. Je serai là demain avec mon avocat. J'ai raccroché et je n'ai rien fait d'autre. J'ai juste attendu. Le 18 octobre, l'avocat des acheteurs a contacté Madame Leroux pour s'enquérir des retards de signature. Le 19 octobre, Maxime a reçu un message vocal lui demandant de rappeler de toute urgence concernant la vérification des documents. Il l'a ignoré. 19 octobre, 19h. Il a emmené la famille à l'Orangerie, le genre de restaurant étoilé où les associés célèbrent des contrats à 7 chiffres. Salon privé, menu dégustation, 3 bouteilles de Grand Cru à 300 € l'unité. Mon invitation était arrivée via un message de groupe. Dîner de célébration en famille ce soir. 19h l'Orangerie. Présence obligatoire. Je suis arrivé à 19h45. Je les ai laissés commencer sans moi. Je les ai laissés porter des toasts. Je les ai laissés féliciter Maxime pour avoir sauvé la villa. Je suis entré dans le salon privé juste au moment où Maxime distribuait des chèques. Maman, 200 000 €. Papa, 200 000 €. Julie, 200 000 €. Tante Valérie, 200 000 €. Oncle Bernard, 200 000 €. Maxime gardait 1 million d'euros pour lui au titre de frais de gestion et de sauvetage. Camille a lancé ma mère avec entrain. Tu es enfin là. Maxime nous a tout expliqué au sujet de la saisie bancaire. Nous sommes tellement reconnaissants qu'il soit intervenu pour sauver la propriété. Je me suis assise, j'ai commandé de l'eau pétillante, et je n'ai rien dit. Le téléphone de Maxime a sonné à 20h03. Il y a jeté un coup d'œil, a vu l'affichage de l'office notarial, et sa mâchoire s'est crispée. Ce rictus typique de quelqu'un qui se s'est pris au piège mais n'a pas encore décidé comment s'en sortir. Je devrais répondre, a-t-il marmonné. Mets-le sur haut-parleur, a dit mon père. Rien à cacher en famille. La main de Maxime tremblait légèrement lorsqu'il a appuyé sur la touche. Monsieur Laurent, ici Madame Leroux de l'étude notariale. Nous essayons de vous joindre depuis 2 jours concernant la vente du bien au Cap Ferret. Oui, j'ai été très occupé. Quel est le problème? Monsieur Laurent, nous avons été en contact avec la véritable propriétaire du bien, Camille Laurent.
Elle affirme ne vous avoir jamais accordé de procuration et qualifie les documents que vous avez fournis de frauduleux. Nous avons suspendu la vente et sommes dans l'obligation de signaler cette affaire au procureur de la République. Les acheteurs envisagent des poursuites judiciaires pour les frais engagés, et nous avons besoin que vous compreniez l'extrême gravité de la situation. Maxime a raccroché. La pièce plongea dans un silence absolu. La fourchette de ma mère toucha son assiette avec un petit bruit sec. Le visage de Julie était devenu livide, son chèque de 200 000 € ressemblant soudainement plus à une preuve incriminante qu'à un cadeau. « Camille, » a dit mon père lentement, « de quoi parle-t-elle » J'ai sorti mon téléphone, ouvert mon dossier sécurisé, et placé l'appareil au centre de la table. L'acte authentique de propriété enregistré en 2019, Camille Marie Laurent, unique propriétaire. Aucune hypothèque, aucun copropriétaire, aucun mandataire autorisé. J'ai fait défiler jusqu'au document suivant. Avis de taxes foncières payées en totalité de 2019 à 2024. Tous les paiements proviennent de mon compte personnel. Document suivant. Relevé des revenus locatifs. 750 000 € au total sur 5 ans. Déposé sur mon compte professionnel. La Société Générale peut le vérifier. Document suivant. Les mains de Maxime étaient maintenant à plat sur la table, appuyées de tout son poids comme s'il essayait d'empêcher la terre de basculer. Les documents de procuration que Maxime a soumis au notaire, ai-je continué, prétendent que je suis mentalement incapable. Ils affirment que je suis incapable de gérer mes biens depuis 18 mois. Ils stipulent qu'il a reçu l'autorité légale d'agir en mon nom. J'ai fixé Maxime dans les yeux. Je n'ai jamais signé de tels documents. Je n'ai jamais été sous tutelle. Je ne t'ai jamais accordé d'autorité sur quoi que ce soit m'appartenant. Tu as falsifié des actes juridiques, tu as usurpé mon identité auprès d'un officier public, tu as tenté de vendre une propriété qui ne t'appartient pas, et tu as distribué les bénéfices d'une vente qui n'a jamais légalement eu lieu. La voix de ma mère sortit, toute brisée. Maxime, qu'est-ce qu'elle raconte ? Elle ment. La maison était saisie. J'essayais de la sauver avant. J'ai placé le relevé cadastral sur la table. Aucune dette. Propriété payée intégralement. Acheté comptant en 2019. 800 000 € provenant de la vente de mon appartement du 6e arrondissement. Julie fixait son chèque avec horreur. Cet argent ? D'où vient cet argent ? Du compte personnel de Maxime, ai-je répondu froidement. Il a signé des chèques en prévision des fonds qu'il s'attendait à recevoir en volant ma propriété. La vente n'a jamais été conclue. Ces chèques sont adossés à des fonds qui n'existent absolument pas. Mon père a ramassé son chèque, l'a retourné comme s'il cherchait une preuve de son authenticité. Ils vont être rejetés. Oui. Et quand ce sera le cas, la Banque de France les signalera. Maxime a émis pour plus d'1 million d'euros de chèques en bois. C'est une fraude bancaire majeure qui s'ajoute à une tentative d'escroquerie immobilière. L'oncle Bernard s'est levé brusquement. J'ai déjà déposé le mien sur mon compte. J'ai déjà soldé le crédit de ma voiture. J'ai déjà. Alors tu devras tout rembourser quand le chèque rebondira, ai-je dit. Ou bien faire face toi-même à des poursuites pour recel et encaissement de fonds d'origine frauduleuse. La pièce explosa. Tout le monde parlait en même temps. Maxime hurlait que j'exagérais. Ma mère pleurait à chaudes larmes. Julie exigeait que Maxime s'explique. La voix de mon père devenait plus forte, plus féroce, demandant à Maxime ce qu'il avait foutu. Je me suis levé. J'ai contacté mon avocat il y a 3 semaines. Nous avons absolument tout documenté. La fausse procuration, le mandat de vente non autorisé, la tentative d'escroquerie chez le notaire, la distribution de bénéfices fictifs. Le visage de Maxime était passé de la pâleur à l'écarlate. Tu m'as laissé faire tout ça. Tu m'as regardé et tu n'as rien fait. Je t'ai regardé commettre un crime, ai-je rétorqué. Je l'ai documenté. Je t'ai laissé aller assez loin pour que les preuves soient totalement irréfutables. Tu m'as laissé donner des chèques à la famille. Tu as donné des chèques adossés à de l'argent que tu as essayé de me voler. C'est ton choix. Ta fraude, tes conséquences. J'ai pris mon verre d'eau, en ai bu une seule gorgée, et l'ai reposé calmement. L'office notarial est en train de déposer un dossier auprès du procureur. Les acheteurs envisagent une action au civil contre Maxime pour l'ensemble de leurs frais. 10 000 € d'expertise,
4 000 € de frais d'avocat, 11 000 € de frais de relogement temporaire. En attendant la signature, leur avocat a mentionné les termes escroquerie et tromperie intentionnelle. J'ai regardé ma mère. Tu demandais de quoi elle parlait tout à l'heure. Madame Leroux parlait de ton fils essayant de me voler 2 millions d'euros en utilisant des faux en écriture. Elle parlait d'escroquerie en bande organisée. Elle parlait de prison. J'ai regardé mon père. Tu m'as dit que je gâchais une vraie carrière prestigieuse pour faire un travail de marchand de sommeil. Cette villa génère 160 000 € de revenus locatifs par an. Je possède cette autre propriété qui génère au total plus d'1 million d'euros. J'ai quitté le droit des affaires parce que j'avais bâti un empire bien plus rentable. J'ai regardé Maxime. Tu as découvert que je possédais un bien de grande valeur et tu as immédiatement présumé que je l'avais mal géré. Tu as présumé qu'il fallait le sauver. Tu as présumé que tu avais le droit de me le prendre. Tu n'as posé aucune question. Tu n'as rien vérifié. Tu t'es juste servi comme un voleur. J'ai pris mon sac à main. Les chèques seront rejetés d'ici 3 jours. Ta banque va signaler la fraude et clôturer tes comptes. Les personnes à qui tu as donné cet argent exigeront d'être remboursées. Le notaire a déjà fait son signalement aux autorités. L'avocat des acheteurs m'a contacté hier pour me proposer de me porter partie civile avec eux. J'ai refusé, mais je leur ai fourni l'intégralité du dossier prouvant la fraude de Maxime pour les aider au tribunal. J'ai marché vers la porte. La voix de ma mère a tremblé. Camille, attends. Nous ne savions pas. Nous pensions. Vous pensiez que Maxime avait sauvé un truc que j'avais détruit. Sans aucune preuve, sans aucune question, sans même prendre la peine de m'appeler. Vous avez simplement cru que j'étais une ratée et qu'il était le héros. Le registre fantôme avait une dernière entrée à enregistrer. 19 octobre 2024. Clôture du compte familial. Solde à 0. Plus aucune transaction acceptée. Je suis sorti de l'orangerie. L'air d'octobre était vif et glacial. J'ai conduit jusqu'au Cap Ferret. Ma villa, mon titre de propriété, ma réussite, et je me suis assise sur la terrasse en bois à écouter l'océan. Mon téléphone a commencé à vibrer sans arrêt. L'oncle Bernard exigeant de savoir quoi faire avec son chèque en bois. J'ai bloqué absolument tous les numéros. 3 jours plus tard, les chèques ont été massivement rejetés. 4 jours plus tard, Maxime a reçu la convocation de la police judiciaire concernant l'enquête pour escroquerie immobilière et faux et usage de faux. L'avocat qui avait rédigé la fausse procuration a été radié du barreau en moins de 6 semaines. Il s'est avéré que Maxime n'était pas son premier client fraudeur, mais il a bien été le dernier. Les acheteurs ont poursuivi Maxime pour 30 000 € de dommages. Il a dû contracter des dettes pour accepter un accord amiable à 25 000 € afin d'éviter la cour pénale. Sa fraude est désormais inscrite dans son casier. Toute future transaction immobilière qu'il tentera déclenchera des alertes auprès des banques. Toute vérification d'antécédents révèle l'enquête. Toute demande de crédit nécessitera des explications honteuses. 6 mois plus tard, j'ai reçu une lettre de ma mère. 8 pages manuscrites, expliquant qu'ils avaient tous fait une erreur, demandant une seconde chance, suggérant que nous passions l'éponge sur cette histoire. Je l'ai lu une seule fois, puis je l'ai classé dans un dossier étiqueté « Documentation, tentative de fraude familiale 2024 ». Je n'ai jamais répondu. La villa m'appartient toujours. L'acte de propriété est intact. Sa valeur est aujourd'hui estimée à 3,1 millions d'euros. Les réservations estivales sont complètes jusqu'en 2026. J'ai augmenté le tarif hebdomadaire à 8 200 €. J'ai ajouté une 8e propriété à mon portefeuille en décembre. Un appartement de luxe face à la mer à Antibes. Payé comptant, 1,6 million d'euros. Personne dans ma famille biologique ne sait qu'il existe. Il n'y a plus aucune clause de réconciliation dans ma vie. Plus d'accès d'urgence pour la famille. Plus de double des clés confiées aux parents. Personne n'obtient d'informations sur ce que je possède, ce que j'ai construit, ce que j'ai accompli. Maxime voulait vendre quelque chose en disant avoir prouvé sa valeur. Le compte est définitivement clôturé. Le solde est à 0. Et je suis enfin dans le vert.